suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. Le Rwanda ne pourra pas continuer impunément à montrer ses biceps. Les FARDC sont en feu et peuvent imposer le respect, mais usent encore de la patience qui ne pourrait durer infiniment. Les incursions de l'armée rwandaise font état d'un communiqué des FARDC que vous suivrez dans ce journal. La 26e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a un nouveau leadership. De Brazzaville, la très distinguée Première Dame de la RDC a été élue vice-présidente de l'organisation. 61 ans après, Emery Patrice Lumumba pourra enfin reposer en paix dans son pays. La digne sépulture construite va recevoir ses reliques qui viendront de la Belgique. Avant, un passeport diplomatique a été remis à sa famille pour ce dernier voyage. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Bukavu. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La 57e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi, comme le veut la tradition. En visioconférence, tous les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués. Le compte rendu avec la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungu-Foura, et qui assume l'intérim du ministre de la Communication et des Médias. Compte rendu de la 57e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence la 57e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 10 juin 2022. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. La communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points, à savoir 1. De la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, a salué l'hospitalité légendaire du peuple congolais manifestée à l'endroit du souverain belge, le roi Philippe, dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin 2022, accompagné de Sa Majesté la Reine Mathilde, ainsi que toute la délégation comprenant notamment le Premier ministre belge, M. Alexander De Croo. Il a précisé que cette visite est l'occasion de resserrer les liens historiques qui lient les deux États, mais également le moment de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et culturels, ainsi qu'en matière de défense. Ville cuprifère constitue la deuxième étape de la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. Hier vendredi, le roi des Belges s'est exprimé devant les étudiants de l'université de Lubumbashi, peu avant de se rendre à l'école belge de Lubumbashi qui célèbre ses 50 ans d'existence.
Pour le roi Philippe, la vraie richesse du Congo, c'est la jeunesse. Guilain Kabalunti. La Brabançonne et le debout congolais chantaient tour à tour et en chœur dans l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, chauffé à blanc. Une ambiance qui témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles. Kassapard et Kassapard, étudiants de l'UNILU, ont rempli l'arène de cette alma mater pour écouter l'adresse du roi de Belge, arrivé ce vendredi dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Avant sa prise de parole, le recteur de l'université, honoré de recevoir le couple royal, a fait une sorte de balade dans le passé de son institution pour expliquer qu'elle a été créée en début des années 60 par le Belge. Fruit de cet établissement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, invité également à prendre la parole, a remercié leur Majesté le Roi et la Reine pour leur présence dans ces milieux estudiantins. Un message qui a introduit celui du roi Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Jambo. Dans une parfaite communion avec son auditoire, le roi s'est apaisanti sur les valeurs de la jeunesse congolaise. La vraie richesse du Congo, c'est vous, a-t-il affirmé. On peut épuiser une mine, mais pas les talents et la volonté de la jeunesse, a renchéri le souverain belge. S'agissant des questions liées à la paix et au développement, il a fait remarquer que la Belgique est aux côtés de la RDC pour relever ces défis. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union européenne et des Nations unies avec conviction et persévérance. Bien avant cette adresse, le roi et la reine s'étaient rendus à la salle Chibangu Chichiku pour la signature dans les livres d'or de l'université. Dans un autre décor, ce même vendredi, quelques minutes avant, c'est à l'école belge de Lubumbashi que le couple royal belge a été chaleureusement accueilli à l'occasion du 50e anniversaire de cette école. Une plaque commémorative en cuivre a à cet effet été dévoilée par le roi et le président du comité d'administration de l'école belge. J'étais très excitée de le voir. Je lui dirai bonjour et je lui ferai un câlin. Je pourrais dire bonjour. Je pourrais leur faire des câlins comme ça. Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu dirais à la reine et au roi? Je dirais à la reine que je suis née en Belgique et que j'aurais envie de lui faire un câlin. Très admirés par ses écoliers, le roi et la reine sont obligés de prendre congé d'eux et poursuivre leur séjour ce samedi par une visite au village Katanga, à quelques 92 km de Lubumbashi. Et après Lubumbashi, le couple royal se rendra à Bukavu, dans le sud Kivu. La ville est dans la fièvre des préparatifs d'accueil de ses hôtes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la RDC qui arrivent pour la première fois dans cette partie de la République. Pierre Kibambe Somoïsa et Kazo Kazedi. Leur Majesté des Belges, le roi Philippe et la reine Mathilde, avec la représentation de la communauté belge en République démocratique du Congo, vont visiter la station de l'IITA, président Olusegun Obasanjo IITA Campus de Recherche, lors de leur visite au Sud Kivu, sur recommandation du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis 2005 à ce jour, grâce à l'appui de la coopération belge au développement, IITA met en œuvre le projet Sialka, qui a permis à environ 1 million de petits exploitants agricoles congolais de bénéficier des nouvelles technologies agricoles, entre autres les nouvelles pratiques de protection du bananier contre les maladies et ravageurs et l'introduction du fourrage pour l'amélioration de la qualité de lait, et c'est dans le cadre de l'agriculture résiliente face au changement climatique. Avec l'appui d'autres partenaires au développement, IITA propose également son approche unique de la recherche grâce à des technologies agricoles et des installations de recherche de pointe, et met un accent sur la promotion d'une agriculture commerciale et compétitive,
génératrice des revenus et créatrice des richesses et d'emplois. En octobre 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le laboratoire de biotechnologie de l'IITA, première en Afrique centrale, et a accepté que la dite station porte le nom du président Olusegun Obasanjo, IITA Campus de recherche, en reconnaissance de son appui de mobilisation et de son sacrifice sans relâche dans les pourparlers pour le retour de la paix en RDC. Ceci a renforcé davantage la relation qui existe entre l'IITA et le gouvernement de la RDC. En tant que partenaire technique, IITA appuie la RDC à transformer le secteur agricole congolais à travers le programme d'agenda de la transformation agricole ATA RDC, initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi et financé jusque-là par les fonds propres du gouvernement à la hauteur de 22 millions de dollars. Vous avez là compris que dans l'agenda du séjour congolais du couple royal belge, il est prévu une visite à l'étape de Bukavu, la station de l'ITA, campus de recherche baptisé au nom de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. La menace rwandaise devient de plus en plus sérieuse dans l'est du pays. Selon les mots clairs du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur le sol congolais. Bilan, 2 enfants tués et une école détruite en territoire de Rutshuru. Les détails avec le colonel Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, le bilan encore provisoire est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda, RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême.
les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Les forces armées de la RDC au Nord Kivu vont sereinement s'occuper de tous les ennemis de la paix. Leurs femmes et enfants ont reçu un don de biens et une enveloppe pour le besoin de la cause. Un geste posé par la ministre des Mines, Antoinette Samba, à la tête des femmes des 26 provinces de la RDC. Diane Balaka, commentaire. Les vaillants combattants de FARDC au front dans l'est du pays sont déterminés à neutraliser les M23 et leurs alliés du pays voisin pour défendre l'intégrité territoriale. Ce haut fait d'armes a suscité auprès des Congolaises et Congolais un élan de solidarité et de patriotisme. C'est dans cette optique que la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay, en partenariat avec la dynamique nationale de femmes fortes de l'Union sacrée de 26 provinces, avait organisé une collecte de fonds pour soutenir les militaires au front. Ce vendredi 10 juin 2022, la ministre de Mines, dans le cadre de cette opération, a apporté un important lot de vivres et une enveloppe destinée aux familles des militaires au front. Je voudrais inviter tous les Congolaises et Congolais à nous rejoindre afin que nous puissions assister les dépendants des militaires. Parce que ce n'est pas facile de perdre un mari qui est au front. Ce n'est pas facile pour ces militaires-là de s'occuper de leur famille. Geste très apprécié par la présidente de la dynamique qui a exprimé sa gratitude. C'est une grande joie pour nous de voir que Madame la ministre de Mines, elle s'est dit aujourd'hui, je dois absolument venir poser le geste patriotique en offrant le peu qu'elle avait à partager avec les familles de nos vaillants combattants en venant remettre aux femmes fortes réunies au sein de la dynamique des femmes fortes de l'Union sacrée. Et pour assurer la sérénité aux hommes des FARDC au front, leurs dépendants vont compter sur l'élan de solidarité de la dynamique des femmes fortes. Et cette dynamique a lancé une campagne de collecte des vivres, de fonds et non-vivres qui s'étend jusqu'au 16 juin 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple. Regardez. La dynamique nationale de femmes fortes de 26 provinces de la RDC, DINAFIS en sigle, organise du jeudi 9 au jeudi 16 juin 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple une campagne de collecte de fonds, de vivres et de non-vivres dénommée FARDC Nafron, Bisso Namabota Nabango. Selon la présidente de cette structure, Madame José Rachidi, cette initiative vise à assister les dépendants des militaires au front. Si nous avons lancé ces grandes activités, nous nous sommes dit nos militaires au front, il n'y a pas un problème parce que le gouvernement est responsable, il va s'occuper de nos militaires. Même à manger, c'est aussi une munition. Mais le moral d'un militaire, lorsqu'il pense à sa famille, qu'il a laissé à la maison, il n'y a pas à manger, les frais scolaires ne sont pas payés, peut-être il y a un cas de maladie, c'est là où le militaire peut être traumatisé au front. C'est comme ça que nous, femmes fortes, nous nous sommes dit non, nous allons nous impliquer dans leur famille. Et c'est comme ça que vous nous voyez ici, toutes les femmes fortes. Elle a par la suite appelé toutes les couches de la population à adhérer à cette vision et à contribuer pour rehausser les morales des vaillants combattants et FARDC en assistant leurs familles. Quelque chose na kitunga. Donc tango kolobela Congo yangoyo. Ba gouverneur ya ba province ezali kaka na Kinshasa te. Bo soutenir ba femme forte na biso o bazali na ba province. À partir de lundi, quelques compatriotes qui ont répondu à cet appel se sont exprimés à notre micro. Aujourd'hui, je suis venu déposer ma contribution. J'ai amené du riz, j'ai amené les farines de manioc, j'ai amené les cartons de savon. Parce que cette affaire, ça concerne les Congolais. Comme je suis congolaise, je ne vais pas rester indifférente. C'est pourquoi je suis venue déposer cela par rapport à mes moyens. Tout à fait autre chose à présent. Denise Nyakeru Tshisekedi, élue vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La très distinguée Première Dame de la RDC a été votée par ses pairs à l'issue de la 26e Assemblée Générale de l'OPEDAD qui marque aussi le 20 ans d'existence de cette organisation. Un mandat de 2 ans aux côtés de Madame Monica Gegongs, Première Dame de Namibie et présidente élue. Naïcha Kialamouila. C'est une nouvelle casquette qui vient s'ajouter à celle que porte déjà la Première Dame de la République.
Denise Nyakeruchi Sekedi, élue par ses pairs, vice-présidente de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD. Un mandat de 2 ans qu'elle se dispose à exercer aux côtés de Madame Monica Ngengos, première dame de la Namibie et présidente élue de l'organisation. En présentiel ou en virtuel, l'une après l'autre, les premières dames ont choisi au cours de la 26e Assemblée générale de l'OPDAD, celles qui vont désormais présider à la destinée de l'organisation, assistées d'un comité directeur également élu. La nouvelle équipe dirigeante aura aussi la tâche d'organiser les festivités des 20 ans d'existence de l'organisation. Ce sont 20 années de réalisation, de combat et de plaidoyer pour le bien-être des populations. Des choses ont été accomplies, certaines bien et certaines autres moins bien. La nouvelle équipe dirigeante se donne ainsi le défi de pérenniser les acquis et corriger ce qui doit l'être. La prochaine rencontre du comité s'inscrira dans la dynamique des premières actions à mener, comme la célébration des 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique. Le code pénal congolais va être révisé. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ces dispositions relatives à la définition de la traite des personnes et le taux de peine d'application vont être analysés par la commission mixte PAJ et Droits de l'homme. Sylvain Moembo. Devenu désuète après plus de 92 ans, le décret portant prévention et répression de la traite des personnes en RDC vient d'être revisité et mis à jour. Un projet de loi pour combler les lacunes dont a fait montre ce décret vient d'être proposé et défendu par le ministre des Droits humains Fabrice Puela. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Mungu Betoukoumessou, les élus du peuple ont examiné et voté le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la traite des personnes. Lors de l'économie générale de ces projets de loi, le ministre des Droits humains a fait savoir à la représentation nationale que cette loi va aider l'État congolais à mieux protéger les groupes vulnérables contre les réseaux des trafiquants d'êtres humains. Après débat, le texte a été renvoyé à la commission mixte politique, administrative et juridique droits de l'homme qui doit rendre ses conclusions en délai de 72 heures. À la Chambre haute du Parlement, ce samedi, la plénière a été consacrée au contrôle parlementaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a répondu aux préoccupations des sénateurs. Les élus des élus sont très déterminés à vider les matières de la session de mars avant sa clôture prochaine. Hier, sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo, 3 propositions de loi ont été votées. Les détails avec Gaylor Kimpianga et Denis Kunki. Le Sénat, sous l'impulsion de son speaker, Modeste Bahati Lukwebo, tient à vider les matières inscrites à l'ordre du jour de la session de mars, qui se clôture dans 4 jours. C'est dans ce cadre que le président du Sénat appelle ses collègues à plus d'assiduité. Conséquence, aucun jour ne passe sans plénière. Celle du vendredi 10 juin a permis aux sénateurs de voter 3 propositions de loi après leur présentation par la commission socio-culturelle et la commission mixte PAJ Infrastructure. Il s'agit des propositions de loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées, la loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État et la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique. Les 2 premières lois étant votées en des termes différents avec la Chambre basse du Parlement, une commission paritaire sera mise en place pour harmoniser les vues. Quant à la dernière, qui est une initiative sénatoriale, elle sera envoyée à la Chambre sœur pour une seconde lecture. Pour la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, 89 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui. 3 membres ont voté non. 6 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote cette proposition de loi. Pour la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État, 88 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Un membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote cette proposition de loi. Pour la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux
relatif à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. 89 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote cette proposition de loi. Peu avant cela, la plénière présidée par Modeste Bahati a adopté la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires allant de décembre 2021 au 14 mars 2022. La plénière de ce samedi 11 juin est essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et les ministres des Transports, voies de communication et désenclavement sont attendus au Sénat pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiam-Poinga, a présidé ce samedi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple la cérémonie des vernissages de 3 ouvrages du professeur Léon Odimoula, lui-même juge du Conseil d'État, Jean-Pierre Ndolo Demazou et Tony Djouma. Les missions essentielles de la juridiction administrative suprême en droit comparé français, belge, béninois et congolais, l'état de droit en droit congolais, les missions essentielles de la justice constitutionnelle en droit comparé français, béninois et congolais, ce sont là les 3 titres des 3 ouvrages qui ont fait l'objet de vernissage au Palais du Peuple. L'auteur des ouvrages, Léon Odimoula, a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ces œuvres scientifiques. En cette circonstance grandiose, marquée par la volonté d'une communauté, celle de la communauté nationale, de songer à célébrer les livres à travers leur auteur. Ce qu'il convient de dire, c'est de remercier, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour son soutien tant matériel que financier. Pour le modérateur, le professeur Prince Kaoumba, ces ouvrages sont d'une valeur indéniable. Sa publication bat tous les records en République démocratique du Congo. Pour lui, l'auteur des triplés doit être félicité. Des témoignages ont accompagné la cérémonie. Les professeurs Okavu et Sambo et Dimanja ont fait l'éloge de l'auteur qui n'a pas lésiné sur les moyens pour produire ces ouvrages hautement scientifiques. Des œuvres qui ont été présentées par le professeur Évariste Bochab et Banyankou. Le temps fort de la manifestation, c'est le vernissage de ces 3 ouvrages successivement par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, le professeur Bochab et le professeur Vundoawete Pemako. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale encourage l'émergence du savoir en République démocratique du Congo. Je veux bien comprendre par là que temple de la démocratie, c'est aussi un lieu où le savoir est utilisé. Donc, nous devons mettre le savoir au service de la société. Le président de l'Assemblée nationale a promis le soutien de son institution à tout chercheur congolais qui se lancerait dans la publication des ouvrages. Je vous le disais en titre, les reliques d'Emery Patrice Lumumba ont reçu le document du dernier voyage qu'ils effectueront de Bruxelles vers Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale Christophe Lutundula a remis à François Lumumba le passeport de son père, premier ministre du Congo indépendant, Doris Mozo. Tamboué reportage. François Lumumba, Roland Lumumba, au nom du président de la République, au nom du gouvernement de la République, je vous remets, en tant qu'ayant droit légitime du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, héros national, son passeport. Il effectuera son dernier voyage de retour sur le sol de ses ancêtres, Emery Patrice Lumumba, ou du moins ses restes, avec ses passeports diplomatiques. L'atmosphère était lugubre. Les émotions se retiennent lorsque le premier des fils Lumumba, François Lumumba, reçoit du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, 7 pièces d'identité du tout premier ministre pour ce retour attendu depuis 61 ans. Les reliques seront à Kinshasa le 21 juin et les Congolais pourront enfin faire le deuil de leur tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba.
Avant le rapatriement des reliques, une cérémonie de remise solennelle de ces passeports diplomatiques à la famille était indispensable. Une journée mémorable, un aboutissement des efforts entrepris par la famille ainsi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, à Palapé-Napala. Nous en sommes fiers et nous devons capitaliser cet instant historique par notre travail au service de la nation, comme l'a voulu Patrice Emery Lumumba lui-même. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de le pleurer et de perpétuer sa mémoire, réaliser son idéal pour le bien de notre peuple aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même s'est même déjà rendu au village natal de Lumumba, là où se trouve, comme on dit chez nous, enterré son cordon ombilical. Après plus de la moitié d'un siècle, la mémoire d'Emery Patrice Lumumba pourra enfin reposer en paix sur la place échangeur de l'Imité déjà apprêtée à cette occasion. Et au nom de la famille Lumumba, nous remercions toutes les autorités congolaises, commençant par le président de la République, le Premier ministre, pour le retour de notre héros national. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y était engagé et aujourd'hui, nous sommes en pleine réalisation. La mise en œuvre de la loi relative aux télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication sera désormais accompagnée de 7 avant-projets de loi. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue du premier atelier de validation des mesures d'application de la dite loi. Et c'est le ministre des Pétantiques, Augustin Kibasa Maliba, qui a clôturé ces travaux, nous dit Nono Manteko. Au cours de ces premiers ateliers de validation des mesures d'application de la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020, les experts ont eu à traiter pendant 4 jours les questions relatives à la validation des 8 avant-projets des textes d'application de la dite loi et identifier les nouveaux actes générateurs des recettes en élaborant les projets de la nouvelle nomenclature. Selon Adolphe Kalonda, président de la commission ad hoc mise en place par les ministres des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la communication, 7 avant-projets ont été validés par les parties prenantes. Un seul avant-projet reste en discussion. Il s'agit de l'avant-projet de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques. Le ministre Augustin Kibasa Maliba, qui a clôturé ses travaux, s'est réjoui des efforts intenses conjugués par la commission. Efforts qui ont abouti à une meilleure conclusion qui relèvera les faiblesses constatées dans la loi de 2002. Qu'il me soit permis de remercier très sincèrement tous les participants et de saluer l'ardeur et l'abnégation dont vous avez fait preuve 4 jours durant pour passer au peigne fin les projets des mesures d'application afin de dégager les forces et faiblesses, combler les lacunes, corriger les manquements et réajuster les imperfections. La tenue de cet atelier vient justement combler les vides du cadre réglementaire de la loi du 25 novembre 2020 qui souffrait des manques de mesures d'application dans sa mise en œuvre. Les analphabètes dans les différentes provinces de notre pays se comptent par milliers et pour les sortir de cet obscurantisme d'ici 2030, il faut connaître les besoins réels. Une étude menée dans ce sens va être validée par l'atelier ouvert vendredi par le ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale, Modeste Mutinga. Iverson Kabwaba. Mettre fin au problème de l'analphabétisme horizon 2030 dans toutes les provinces de la RDC. C'est la raison de cet atelier de restitution et de validation du rapport sur l'étude des besoins des enfants, adolescents, hommes, femmes en vue d'assurer le développement durable en assurant une éducation inclusive et équitable. Lancé par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, devant un parterre de participants constitués des experts et chefs des divisions provinciaux aux affaires sociales, le patron des affaires sociales leur a remercié pour leur implication dans la promotion de l'éducation non formelle. J'ai trouvé que
la plupart des structures étatiques du sommet au niveau de l'exécutif, l'éducation formelle n'était pas assez comprise. Nous avons mis le temps pour formuler un agenda d'explication à tous les niveaux et que finalement au Conseil des ministres, on a fini par décider que nos éducateurs et nos apprenants bénéficient également du système de la gratuité et de l'enseignement et nous nous en félicitons. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Le rapport qu'ils vont valider couvre les 11 provinces de l'ancienne configuration de la RDC et il est élaboré sur base des outils appropriés à rappeler à tous les participants. Modeste Moutinga. Un professeur de plus à l'université de Kinshasa dans la faculté des médecines, il s'agit du docteur Moussé Mago de Froid. Il a défendu sa thèse qui parle des différents risques que rencontrent les gynécologues lors de l'exercice de leur profession. Guy Matundu et Emmanuela, commissaire. Il vient de rejoindre le prestigieux corps professoral de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Lui, c'est le professeur Moussema Ali Godefroy. Il a défendu avec brio sa thèse intitulée « Épidémiologie moléculaire et phylogéographique et résistance des souches des VIH2 isolées chez les professionnels des sexes en République démocratique du Congo ». Le docteur Moussema donne les grandes lignes de sa thèse et fait quelques recommandations. Les PS, ou bien les professionnels des sexes, c'est une population d'abord à haut risque du VIH et qui constitue une population relais de l'infection du VIH pour la population générale. C'est pourquoi nous sommes intéressés à ça. Alors, comme des recommandations, nous pouvons dire que les PS doivent écouter la sensibilisation en matière de la transmission du VIH. Donc ils doivent se protéger, ils doivent protéger leurs clients. Et quand ils se protègent, quand ils mettent les condoms régulièrement et correctement, je pense qu'on va essayer de diminuer la prévalence du VIH dans notre pays. Les pouvoirs publics devraient tenir compte des résultats de ces recherches pour une meilleure prise en charge des professionnels des sexes. Et en nouvelle, en séjour à Mbujimayi, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou, a échangé avec les responsables de différentes divisions de l'administration publique autour des réformes de l'administration publique. Il a également évoqué la question de la mise à la retraite digne des agents publics de l'État ayant atteint l'âge de la retraite, le rajeunissement de l'administration publique. Jean-Pierre Eliaou a, au cours de cette même activité, procédé au lancement officiel du processus d'immatriculation des agents publics de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics SENSAP. Cédric Enina et Nadine Kilocho reviendront dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes. L'actualité continue. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata, demain à 20h Patrick Michel Moukoui. Moi, je vous retrouve très prochainement. Excellent week-end à toutes et à tous et bonsoir sur vous.